J'ai un peu plus de 4 ans d'expérience en société individuelle en tant que gestionnaire de patrimoine. Et ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je travaille pour le groupe Présidétudes. Et donc, je travaille en binôme avec Anthony qui va se présenter. On tient juste à vous signaler que ce webinaire sera en ligne demain. Donc, Anthony Bondon, je suis content de participer à ce webinaire ce soir avec mon collègue Monsieur Gégou. Je suis conseiller en investissement immobilier pour le groupe Résétudes depuis un an. J'ai été conseiller financier sur Genève pendant 2 ans, donc je profite de mon expérience en termes fiscal pour vous apporter mon regard sur la fiscalité suisse ce soir. Donc, le thème de notre soirée est donc dans quelle mesure un frontalier peut-il exploiter son potentiel économique. Donc, nous allons découvrir le soir ensemble et le pourquoi de ce webinaire, les rappels des différents piliers en Suisse, donc la structure de la retraite, quelles sont les différentes possibilités en matière fiscale, donc les orientations possibles, le constat de la fin de la déduction du troisième pilier en rectification standard et ses transitions possibles, c'est quoi l'investissement immobilier en France, et nous allons découvrir au travers de cas pratiques présentés par M. Gégaud. Donc pourquoi ce webinaire? Donc nous sommes en pleine période fiscale pour les frontaliers du canton de Genève, donc les frontaliers permis G. On a beaucoup de demandes de frontaliers, de résidents permis B qui cherchent à optimiser leur potentiel fiscal et de cette manière leur potentiel économique. La première question qu'on nous pose régulièrement, c'est de savoir si ma déclaration fiscale est-elle optimale? Est-ce que je jouis de toutes les déductions possibles? On va parler de quasi-résident. Et deuxième question qui est récurrente, c'est y a-t-il encore des placements rentables et sécurisés? Donc, la structure de vos cotisations retraite en Suisse, elle repose sur un système de piliers. Donc, le rappel de ces différents piliers en Suisse, vous avez le premier pilier qu'on appelle l'AVS, assurance, vieillesse et survivant. Donc, dans votre certificat de salaire, ça correspond à la ligne juste avant, vous avez le montant brut que vous avez perçu pendant l'année. Donc, ce système d'AVS correspond à un système de répartition. Par répartition, c'est une cotisation de 525% qui vous est prélevé de votre revenu brut. Elle apparaît également sur votre bulletin de paye. C'est l'équivalent du système de sécurité sociale français. En complément de ce premier pilier sur lequel il y a des lacunes à cause de la répartition, du nombre de cotisants qui s'affaiblit, la Suisse a mis en place un deuxième pilier rattaché à votre employeur. Ça s'appelle la loi sur la prévoyance professionnelle, la fiche LPP que vous recevez chaque année de la part de votre employeur. Ça correspond à un système de capitalisation et vous allez cotiser de manière paritaire avec votre employeur 50-50 en fonction de votre tranche d'âge. Donc les tranches d'âge, vous allez cotiser à partir de 25 ans pour vous. Sur le papier, on commence à partir de 21 ans. Sur le premier pilier, on commence à partir du premier franc gagné en Suisse. Donc, je vous parlais des tranches d'âge par rapport au deuxième pilier. Donc, vous cotisez 7, 10, 15, 18% en fonction de votre tranche d'âge, 25, 34 ans, 35, 44 ans, 45, 54 ans et 55, 64 ans. En complément de ces deux piliers, et au vu des lacunes que l'on peut avoir sur le deuxième pilier, que sont les taux de conversion qui s'affaiblissent et les taux techniques aussi qui sont en berne, l'État suisse a mis en place de manière privée, donc c'est une prévoyance individuelle, un système de capitalisation pour responsabiliser les contribuables au vu des lacunes qu'il y a sur le système de retraite. Donc, cotisation que vous pouvez faire dans différents types d'organismes bancaires ou dans des compagnies d'assurance. Et vous recevez tous les ans votre attestation via votre organisme de cotisation. C'est des cotisations libres avec une possibilité de déduction fiscale, donc un retour d'impôt de la part de l'administration fiscale cantonale et de tous les autres cantons. Donc là, on est vraiment sur la structure des épargnes et de vos cotisations retraite en Suisse pour les frontaliers et les résidents. Un système qui est beaucoup plus spécifique, donc on va revenir sur une spécificité du canton de Genève. On est en pleine période fiscale du 1er janvier au 31 mars. Beaucoup de clients nous disent, voilà, on vient de recevoir notre rectification standard, qu'en est-il? Quand vous recevez une rectification standard, ça vous permet déjà d'ajuster sur votre situation familiale actuelle et de bénéficier d'une correction de taux d'imposition. Et dans votre rectification standard, c'est le format le plus classique, on peut également déduire des frais de garde d'enfant, une pension alimentaire versée quand on est célibataire et qu'on verse une pension à notre ex-conjointe, un rachat de deuxième pilier. Alors, un rachat de deuxième pilier, c'est comme les trimestres en France, vous avez des lacunes retraite, vous pouvez racheter ces deuxièmes piliers et les déduire vos impôts. Et la fameuse cotisation annuelle troisième pilier qui tend à disparaître dans les années 2020 et 2022. Un autre format de rectification est possible. Vous pouvez faire une déclaration en format frais réels en Suisse, qu'on appelle le quasi-résident. Alors, le quasi-résident, c'est faire une déclaration quasiment comme un résident suisse. Voilà, d'où son nom. La condition, c'est d'être éligible, c'est-à-dire d'avoir 90% de ses revenus issus de la Suisse. Alors ça, c'est important.
Là-dedans, on pourra déduire des frais de kilomètre, donc, qui ont été plafonnés depuis un an à 500 francs, qui était le premier poste de dépense pour les frontaliers, des frais de CMU, des frais de la malle, donc CMU côté français, la malle côté suisse, les complémentaires santé, les frais de soins non remboursés, les intérêts d'emprunt sur votre résidence principale, des frais de rénovation, là on est sur de la réhabilitation, des cotisations syndicales, des dons et une cotisation sur un troisième pilier B qui est une autre façon de cotiser en Suisse avec des cotisations beaucoup plus libres que sur le troisième pilier A en format rectification standard. Donc, je vous laisse prendre connaissance. Oui, c'est tout bon. Je vous laisse prendre connaissance donc de la prochaine slide. Donc là, on parlait des orientations possibles, rectification standard et casier résident. Donc on est toujours sur le canton de Genève. Je suis frontalier permis G ou je suis résident permis B. Ceux qui sont présents sur le territoire suisse depuis moins de 5 ans reposent vraiment sur ce type de système. Ce type de barème donc que l'on va évaluer, donc le barème A0, barème B, barème C, barème H, ça correspond à votre situation familiale. Vous êtes permis G, frontalier, vous travaillez sur Genève, et vous êtes imposé en fonction de votre situation familiale. Quand vous êtes barème A0, c'est que vous êtes imposé comme un célibataire, pacsé et union libre. Le PACS n'est pas reconnu en Suisse, vous êtes bien imposé comme un célibataire. Vous êtes imposé en barème B, vous êtes marié dont votre conjoint ne travaille pas. Également les retraités, on va le voir juste après. Barème C, je suis marié, mon conjoint travaille sur France, sur Suisse. Je suis imposé comme s'il gagnait 65 000 francs. Barème H1, c'est pour les familles monoparentales. Donc, je suis une personne seule avec une charge complète d'enfants. Je suis imposé en barème H1. Ce sont les personnes les moins imposées. Je reviens au barème A0. Donc, je suis célibataire, pacsé, union libre. Il y a des petits cas particuliers qui sont intéressants. Ça, c'est vraiment des cas qu'on va retrouver en clientèle actuellement qui jouissent de gros retours d'impôts. Je suis célibataire, je vis en union libre, j'ai des enfants en charge. Pendant l'année, ils ne sont pas pris en compte. Du coup, mais après la rectification standard, ces enfants, cette charge fiscale que représente un enfant, va re-rentrer dans mon foyer fiscal. Si j'ai le revenu le plus élevé du foyer, mon barème va basculer de A0 à H0. Résultat, même mon taux d'imposition il chute et je récupère des fois plusieurs milliers de francs. Là-dessus, je peux y rajouter également des frais de garde quand j'en ai ou un troisième pilier. Pour les intérimaires, il y a beaucoup d'intérimaires sur le canton de Genève, toujours les permis G ou des permis B, résidents suisses. Les intérimaires sont souvent surimposés. En fait, votre employeur vous surimpose pour ne pas s'exposer fiscalement. Et là-dessus, mais quand on projette votre revenu brut sur l'année, vous avez un taux d'imposition qui est plus faible. Du coup, ce différentiel, ce reliquat d'impôt que vous doit l'administration fiscale, vous le demandez au travers de la rectification standard en cochant une demande de correction de votre taux d'imposition. C'est simple, faut-il le savoir. Je suis marié, permis B, mais mon conjoint est à la retraite. Il touche une retraite, et je suis imposé en permis B. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent parce qu'ils partent du principe qu'une retraite, c'est un revenu. Et la Suisse ne le considère pas comme un revenu. Donc vous êtes bien imposé en barème B, il y a beaucoup d'erreurs. Là-dessus, quand je suis marié, mon conjoint est à la retraite ou il ne travaille pas, je jouis des 4 déductions, les 4 DD, que sont les frais de garde, pension alimentaire, troisième pilier ou un deuxième pilier. Barème C, je suis marié et mon conjoint travaille. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Quand je travaille en Suisse, je suis imposé comme si mon conjoint gagnait 65 000 francs. Du coup, je profite de la rectification standard pour corriger, rectifier mon barème C. C'est ce qu'on appelle le barème CR. On le voit tout en bas, en dessous les 4 DD. Donc le barème CR permet d'ajuster mon taux d'imposition sur le véritable revenu de mon conjoint, français ou suisse. Quand je gagne bien moins de 65 000 francs, j'ai droit à un retour d'impôt qui est conséquent. Et quand je gagne plus, des fois, je peux devoir de l'impôt à la Suisse. Et ce qui est intéressant, c'est que sur un barème C, je suis tenu à faire une rectification standard. Elle est obligatoire. Petite astuce, vous pouvez faire une demande de barème C ajustée auprès de l'administration fiscale cantonale. Exemple, je travaille en Suisse, j'ai mon conjoint qui gagne un SMIC sur France ou qui a un faible revenu, plutôt que d'attendre un grand retour d'impôt et d'attendre cette fameuse rectification standard que vous ferez, quoi qu'il en soit, je peux ajuster mon barème pour dégager du potentiel économique et être moins imposé. Ça vous permet de dégager des fois une forme d'épargne et de capitaliser dessus et de transformer ce barème C ajusté à votre avantage. Famille monoparentale, ce sont les barèmes H1, ils jouissent, comme le format de rectification standard, des 4 DD, tout simplement. Le constat, donc on entend de plus en plus parler de la fin du troisième pilier, j'entends bien en rectification standard et ces transitions possibles. On parle souvent du troisième pilier parce qu'en Suisse, on responsabilise les contribuables en faisant de la prévoyance individuelle, ce qu'on appelle la prévoyance privée. On appelle aussi la prévoyance intelligente. Donc en complément du premier et du deuxième pilier. Premier pilier, système de répartition,
Donc il y a de moins en moins de cotisants par rapport au nombre de retraités. C'est la même chose qu'en France. Il y a un second pilier qui est un système de capitalisation, qui est votre compte bancaire pour la retraite avec des conditions de sortie qui sont très spécifiques. Et ce fameux troisième pilier. Le problème de ce troisième pilier aujourd'hui, c'est qu'il tend à disparaître. Il y a de moins en moins de compagnies qui le proposent, quasiment plus. Et donc vous allez perdre la déduction qui est associée à cette forme de prévoyance. Vous perdez cette déduction à partir de 2020-2021 à cause justement de sa disparition dans le format rectification standard. De ce fait, ben, le troisième pilier n'est plus rentable, parce que quand on prend la rentabilité du support en lui-même, c'est de 2 à 3% brut, j'entends brut, et sa sortie est imposée. Donc la sortie en forme de capital ou la sortie en forme de rente imposable est imposée à 6,75, ce qui rend ben, le support de moins en moins avantageux. Du coup, eh ben, on se pose la question de savoir quelles sont les alternatives à la fin de cette déduction du troisième pilier en format de rectification standard, donc pour les permis G ou les permis B. Il sera toujours, j'entends bien, il sera toujours déductible pour les permis C et les résidents suisses. Par contre, pour les permis G et pour les permis B, eh bien, on doit comprendre quelles sont les autres alternatives qui s'offrent à vous. Alors, fort de ce constat du troisième pilier, que ce soit pour les frontaliers ou pour les résidents, on va essayer d'envisager les autres alternatives possibles. Donc, on a deux grandes possibilités qui sont les possibilités mobilières, ce qu'on appelle de l'épargne, qui peut être liée à de l'assurance vie, à du support de SCPI, éventuellement de la SCPI en démembrement. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être possibilité immobilière. L'immobilier, on va le recentrer un petit peu par rapport au troisième pilier, puisque comme l'a dit Anthony, le troisième pilier, c'est un système d'épargne qui vous permettait de mettre, si on caricature, 3/4 d'épargne et puis un quart qui vous revenait grâce à l'abondement de l'État. L'immobilier, on va être un petit peu sur le même système avec acheter un appartement, je mets un effort d'épargne tous les mois pour rembourser mon crédit, mais une grosse partie de cet effort d'épargne et de ce crédit va être remboursé également par le locataire qui va lui me renvoyer des loyers. Si on fait un focus sur l'investissement immobilier, on va avoir deux grandes familles d'investissement immobilier qui vont être le foncier classique et le LMNP géré. Si on fait une distinction entre ces deux grandes familles, le foncier classique, ça va essentiellement se référer aux gens qui voudront faire de la réserve et ou également de l'investissement locatif. Après, on verra la fiscalité derrière. Le LMNP géré, ça va vraiment être de l'investissement pur. Pourquoi? Le foncier classique, vous allez être sur de la gestion qui va être totale ou partielle. J'entends totale ou partielle, puisque même si vous déléguez à une agence, peu importe l'agence, s'il y a des soucis liés à des travaux, à des impayés, à des dégradations dans les parties communes, c'est pas l'agence qui va forcément gérer tout ça, ce sera toujours vous qui allez être appelé et qui devront gérer ces phénomènes-là, alors que sur du LMNP géré, en fonction du gestionnaire que vous allez avoir, vous pouvez n'avoir aucune charge qui vous est impactée. Ensuite, d'un point de vue de la fiscalité, les deux vont impacter le quasi-résident. Après, c'est à nous, avec Anthony, de faire la démarche de manière individuelle avec vous pour savoir jusqu'à quel seuil vous avez pour éviter d'être impacté. D'un point de vue de l'imposition sur le revenu, c'est ce que j'appelle IR et CSG et de la CMU, le foncier classique va lui vous impacter ces secteurs-là, alors que le LMNP géré n'impactera ni votre impôt sur le revenu, ni la CMU, et ou la LAMAL pour les gens qui sont résidents. Et ça, c'est un point très important, c'est pour ça qu'on a beaucoup de demandes actuellement. Et ensuite, l'impact sur les frais divers, ça fait le lien avec ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que s'il y a des travaux sur le foncier classique, ça va être toujours à vous de le gérer, alors qu'avec un bon gestionnaire, vous allez avoir du coup aucune charge liée à votre investissement. Donc nous, on travaille pour le groupe Prési d'études, on va vous présenter un bail type Prési d'études qui va résumer l'ensemble des charges que vous pourriez avoir. Donc, dans la colonne en vert, vous allez voir tout ce qui va être pris en charge par Prési d'études. Dans la colonne en bleu, les charges qui sont liées à nos investisseurs. Donc, ça va être assez simple. Ce sera la taxe foncière et la taxe d'ordure ménagère. Taxe foncière, vous êtes propriétaire, vous avez acheté de la pierre, c'est de l'immobilier, donc il faut payer une taxe foncière. Et l'article 606 du Code civil qui concerne les façades et toitures, et seulement ça. Et ça a été conventionné par la loi Allure de toute manière, on n'a pas le choix.
Tout le reste va être pris en charge par Résidétudes, c'est-à-dire que vous aurez un loyer qui va être garanti à l'année, que votre logement soit occupé ou non, puisque votre locataire direct, c'est Résidétudes. Tout ce qui est entretien du mobilier ne vous concernera jamais pendant toute la durée de votre investissement. Vous n'aurez pas non plus de frais de copropriété, aucune assurance à souscrire, que ce soit pour l'incendie, le dégât des eaux, tout ce qui est responsabilité civile, et également le gros poste souvent des charges qui concernent l'entretien des parties communes et parties privatives de l'appartement et de la résidence ne sera pas non plus à votre charge. Si on fait un cas pratique, on a pris un cas qu'on a vu avec Anthony il y a une quinzaine de jours. Donc, un couple marié qui travaille en Suisse, ont une quarantaine d'années, ils ont 2 enfants, ils ont des revenus qui sont confortables, ils sont propriétaires, il leur reste 10 ans à payer et ils ont un potentiel économique de 800 € par mois. Ils sont venus nous voir à l'origine puisqu'ils devaient atteindre certains objectifs de vie et nous, avec Anthony, on travaille que là-dessus sur la base des objectifs de nos clients qui étaient compléter le manque à gagner à la retraite. On l'a vu précédemment, que ce soit un système de deuxième pilier ou troisième pilier, ça suffira pas forcément à maintenir un niveau de vie correct à la retraite. Ensuite, ils souhaitaient quand même sécuriser leur famille, éviter de payer trop d'impôts, bien entendu. Et il y avait 2 sous-objectifs qui étaient éventuellement partir plus tôt à la retraite s'ils avaient constitué un capital assez important, et également dynamiser leur épargne. Donc, fort de ça, ils avaient 2 possibilités. On vient de vous expliquer que l'immobilier était le plus rentable. Maintenant, il faut qu'on vous prouve de manière factuelle les choses. Bien entendu qu'il faudra s'en diversifier. En tout cas, on a fait plusieurs scénarios. Donc, le premier avec une assurance vie avec une rentabilité à 4% sur 20 ans. Vous en conviendrez qu'il y a une rentabilité qui est très bonne pour le marché actuel. Un capital investi de zéro, on a simulé 3 efforts d'épargne allant de 250 à 750 € par mois, la durée d'investissement de 20 ans. Donc pour l'assurance vie, 4% de rentabilité moyenne sur les 20 ans. Les capitaux à terme de nos clients vont varier entre 90 000 et 272 000 € avec une sortie qui va être imposée sur la base de l'impôt sur le revenu et de la CSG ou éventuellement du PFU. Pour la partie investissement LMNP, on est parti sur une rentabilité à 4%. Là, on n'a rien spéculé puisqu'on est sur des rentabilités qui sont garanties contractuellement chez Résidétudes. On peut même avoir des garanties supérieures. Donc, le capital investi de départ est également de 0. Les épargnes mensuelles vont varier également entre 250 et 750 €. Bien entendu que le client va faire un crédit puisqu'il n'investit pas de capital au départ. La rentabilité garantie à 4%. Les capitaux à terme vont varier entre 120 000 et 350 000 €. Et la fiscalité à terme, donc ça va être aussi des cas particuliers en fonction de la situation de chacun. Soit le client ne sera pas du tout fiscalisé sur les rentes qu'il va générer à la fin de son crédit, soit il aura la possibilité d'avoir 50% d'abattement. Si on fait un résumé du différentiel des 2 solutions, à épargne mensuelle égale, à durée d'investissement égale, sur la partie investissement mobilier, on est parti sur 4% de rentabilité. 4% de rentabilité, toutes les personnes vous le diront, ça nécessite de la volatilité de l'investissement, c'est-à-dire que votre investissement va être amené à fluctuer en fonction du marché financier, puisqu'on va être sur des supports qui peuvent varier en fonction de la bourse. L'investissement en LMNP, lui, vous aurez une garantie minimum contractuelle pendant toute la durée de votre investissement. Cette rentabilité peut même augmenter dans le temps. Le gain, il va varier entre moins 30 et plus 30% suivant le secteur dans lequel on se place. En fonction des chiffres qu'on a vus dans le tableau d'avant, la personne qui investit en meublé va avoir 30% de plus de gains à terme avec le même effort d'épargne, potentiellement plus de sécurité puisqu'on n'est pas sur un secteur qui est volatile. La fiscalité de l'investissement, d'un côté, on va avoir de la fiscalité pour les parties immobilières, de l'autre, de la défiscalisation et ou un abattement de 50%. La disponibilité de l'argent, c'est un point qui est important aussi pour nos clients. Il est certain que sur de l'assurance vie, la disponibilité, j'ai noté permanente, mais on va varier entre un horizon de 15 jours, un mois avant de récupérer la totalité de ses capitaux suivant le support sur lequel on a investi. Pour la revente, on revend un appartement, donc il faut attendre entre 4 et 6 mois
Après, nous, on a un service qui fait la revente, et en tout cas, c'est nos statistiques moyennes de revente, 4 à 6 mois. Les plus des deux solutions, la partie investissement mobilière, bien entendu, d'un point de vue de la succession, il peut y avoir des intérêts puisqu'on a des abattements qui sont intéressants. L'épargne est disponible plus rapidement. Comme on vous l'a dit, de toute manière, une bonne solution patrimoniale passe par de la diversification. Et l'investissement en LMNP, si on veut diversifier sur différents supports, va lui par contre lui permettre d'avoir plus de gains à terme. La sécurité de la famille, vous avez vu dans le cas pratique, c'était un des objectifs de nos clients. Il faut savoir que quand on fait un crédit, dès le premier mois de cotisation, s'il se passe quoi que ce soit, le crédit va être payé et la famille va récupérer des rentes complémentaires immédiates sur un support d'assurance vie. Vous mettez un mois de cotisation. S'il y a un décès, les gens qui restent vont récupérer un mois de cotisation. La rentabilité sur le meublé est garantie. Et également, il y a des possibilités de défiscalisation sur ce type de support d'investissement meublé. On n'a pas pu étayer sur ce webinaire puisqu'on ne peut pas tout expliquer en 20 minutes, mais sachez qu'on a aussi des possibilités d'optimisation fiscale pour diminuer l'impôt sur le revenu directement. On vous a mis, donc on va répondre aux questions s'il y a des gens qui ont des besoins complémentaires. Bien entendu, vous pouvez nous solliciter en privé, vous avez nos coordonnées qui viennent de s'afficher, donc n'hésitez pas, que ce soit par téléphone ou par mail, on est assez réactif. De toute manière, on travaille en binôme, si l'un n'est pas joignable, vous pouvez appeler l'autre, il n'y aura aucun problème. Merci Sylvie pour ton retour, qui nous remercie de la présentation. Bonsoir, le troisième pilier sera toujours possible via le statut de quasi-résident. Oui, c'est une question de Mijon. Question de Mijon, oui, tout à fait. Vous êtes éligible au quasi-résident, donc on regarde bien l'éligibilité pour voir si vous avez les 90% de revenus suisses. Attention si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, parce qu'il faut prendre votre taxe d'habitation et la valeur locative de votre bien pour voir s'il n'y a pas d'impact par rapport à vos revenus suisses. Et si vous êtes éligible, eh bien, il le sera toujours. Sylvie, vous dites que l'LMNP n'impacte pas la CMU. Pouvez-vous préciser cette spécificité? Très bonne question, Sylvie, merci. Quand vous déclarez votre CMU, vous la déclarez au mois de septembre. Vous utilisez ce qu'on appelle un avis d'imposition français. Le CNTFS vous demande de déclarer votre revenu fiscal de référence. Et quand vous prenez votre avis d'imposition, il va vous demander également votre salaire, pension, rente nette. Le LMNP donc, n'est pas fiscalisé de ce fait, mais il n'y a pas de remontée fiscale. Ça ne va pas venir gonfler l'assiette retenue pour le CNTFS. Du coup, pas d'impact pour votre CMU. Donc, vous payez ce que vous devez payer par rapport à votre revenu déclaré en France. Une question de Françoise Guittard, j'espère que je n'ai pas écorché le nom. Merci, est-ce que vous auriez des infos pour le cas inverse, c'est-à-dire résident suisse et travail en France? Françoise, merci. Il faudrait que vous nous contactiez en privé pour que vous puissiez nous expliquer exactement votre situation fiscale, personnelle. Il est certain en tout cas que le LMNP, pour les résidents, grâce aux accords bilatéraux, vous permet d'investir sans impacter votre fiscalité. Maintenant, ce sera du sur-mesure, donc il faut qu'on puisse en discuter. Donc, volontiers, n'hésitez pas à nous envoyer un mail avec vos coordonnées, qu'on puisse vous recontacter. Elodie, bonsoir. Si nous avons fait construire une maison, pouvons-nous faire déduire des frais? Maison neuve, pas possible, parce que c'est du neuf. Par contre, si vous êtes dans l'ancien et que vous réhabilitez, par exemple, un système de chauffage, de façade, d'isolation, oui, vous pouvez le faire. Mais ça, on l'étudie ensemble, ou on passe par votre fiduciaire pour justement ne pas faire de bêtises et voir si vous êtes éligible et si surtout il y a un intérêt à faire votre quasi-résident. Est-ce que vous pourriez, un message de Jean-Michel Auvray, est-ce que vous pourriez parler de la SCI et de l'IS? Oui, on peut en parler volontiers. Surtout que le LMNP est compatible avec les SCI à l'IS.
Mais c'est pareil, il faudrait préciser la question, savoir ce que vous recherchez exactement. Donc ça nécessitera aussi un message privé, puisque sinon, là, on peut parler, mais pendant 1 heure, sans spécifier votre cas à vous. Bonsoir. Merci pour ta présence. Alors, j'ai du mal. Bonsoir. Alors, Patrick nous demande: bonsoir, merci pour la présentation. Si nous sommes résidents en Suisse, est-il possible ou conseillé de créer une SCI en France pour faire plusieurs investissements LMNP et gérer son activité commerciale? Patrick, tout va dépendre de ce que vous recherchez exactement. En finance, tout est toujours possible. Maintenant, il faut regarder les meilleures solutions d'optimisation. Il est certain, comme je viens de le dire précédemment, que le LMNP est compatible avec des SCI à l'IS. Donc ensuite, il faut voir le type de montage que vous souhaitez. Si vous souhaitez dégager du cash flow, si vous souhaitez endetter plutôt une SCI, voilà, il faut regarder ces choses-là. Pour toutes vos questions qui vont être très spécifiques, il faut vraiment nous contacter en privé, qu'on puisse faire vraiment un bilan de votre situation patrimoniale. Ça va être important. Une question, Sylvie, en tant que résidente. Je vais bien. Sylvie, je suis résidente et je fais l'investissement côté France. Comment sont fiscalisés mes revenus? Donc aucun impact. Aucun impact, vous êtes fiscalisé, vous n'êtes pas fiscalisé parce que vous avez un support justement qui va gommer cette fiscalité. Du coup, il n'y a aucun impact en tant que résident de faire du LMNP côté France. Voilà. Thomas Michaud nous demande: bonjour, j'ai raté le début de la présentation, est-il possible de consulter? Oui, Thomas, de toute manière, demain, la présentation sera en ligne, vous aurez toutes les slides qui vont être envoyées, les slides vont être envoyés par mail. Pouvez-vous résumer conditions, piliers, deuxième et troisième pilier? Alors, quand vous parlez des conditions, c'est des conditions de retrait de votre deuxième et votre troisième pilier. Vous pouvez retirer un deuxième pilier pour la retraite. Vous pouvez retirer pour faire l'achat d'une résidence principale ou pour solder un crédit sous certaines conditions, parce que les banques sont de plus en plus frileuses. Vous pouvez le retirer aussi pour créer une activité d'indépendance soumise à l'AVS. Et vous pouvez le retirer aussi quand vous partez de la Suisse. Et en dehors de l'Union européenne pour le deuxième pilier et en dehors de la Suisse pour le troisième pilier. Les conditions sont vraiment simples. C'est la question. Venotti, je suis titulaire d'un permis C et j'ai une résidence en France que je loue. J'ai cru lire que le gouvernement avait supprimé la CSG et la CRDS sur les revenus du capital, revenus locatifs et plus-value immobilière. Qu'est-ce que cela change vraiment pour nous? Écoutez, ça, il faudrait qu'on étudie votre cas précisément, puisque vous répondre comme ça d'emblée, l'idée c'est pas de dire de bêtises, donc il faudra vraiment qu'on puisse étudier votre cas précisément, parce que là c'est compliqué de vous répondre de manière précise. Je travaille, donc Sylvain, pardon, je travaille sur le canton de Vaud, je suis frontalier, quel intérêt d'investir en meublé? C'est une bonne question. Alors, pour rappel, canton de Genève, vous êtes imposé à la source sur Genève, canton de Vaud, vous êtes imposé en France. Donc, résultat, vous êtes dépendant de la fiscalité française. Vous n'allez pas générer de fiscalité au travers du LMNP et vous avez même accès à de la réduction d'impôt qui est l'amendement Bouvard, la version meublée, mais en réduction d'impôt. Donc vous avez deux possibilités. Et Martin me dit: s'engager sur 20 ans dans l'immobilier dans un pays qui change les lois tous les 5 ans. Par exemple, l'exemption de la plus-value après 15 ans, puis 30 ans, puis 22 ans. Comment garantir que l'impact de la CSG ne va pas changer? Comment vous garantir que l'État français ne va pas changer les lois? Ça, je ne peux pas vous le garantir personnellement. Maintenant, quand on vous parle d'LMNP qui n'impacte pas les rentes que vous percevez, c'est parce qu'on est sur un concept d'amortissement et donc c'est une loi comptable. Et cette loi comptable d'amortissement va venir vous imputer d'un point de vue comptable une charge virtuelle qui va neutraliser l'impact de vos loyers. Je vais essayer de faire du visuel un petit peu avec mes mains, c'est-à-dire que vous allez avoir des loyers qui vont rentrer d'un côté et de l'autre côté, on va poser une charge d'amortissement, en plus des autres charges qu'il pourrait y avoir, même si on a vu que chez les études, on n'a quasiment pas de charge. Et donc l'amortissement va venir neutraliser en fait vos loyers, qui fait que vous allez déclarer un bilan comptable qui va être à zéro ou en négatif. Donc même si l'État change certaines choses, ils ne pourront pas vous prendre de la CSG sur un résultat qui est négatif ou égal à zéro.
Alors, granulé. Donc, sommes-nous exonérés de la CSG-CRDS sur un plan épargne en action en France? C'est une très bonne question. Quel est votre type de plan d'épargne? Ça va dépendre de votre type de plan d'épargne, tout simplement. Faites-nous un mail descriptif de votre support et on y répondra en privé, sans aucun problème. Plan d'épargne, si vous voulez, c'est vaste en fait. Il y en a plein. Vous pouvez parler PEL, vous pouvez parler d'un PEA, vous pouvez parler de plein de choses. Donc, si on n'a pas les éléments, c'est impossible pour nous de pouvoir vous répondre de manière précise. Comment pouvez-vous garantir la location du meublé? Donc, c'est Benjamin Aubry. Ça, c'est simple, c'est un bail commercial que vous signez directement avec le gestionnaire exploitant, que vous, prise d'études, pour la petite histoire, hein, il y a eu d'autres webinaires qui ont été faits, on pourra s'y référer, mais on est promoteur gestionnaire exploitant, c'est-à-dire qu'on construit nos résidences. C'est nous qui choisissons les lieux d'implantation et l'orientation de nos résidences. Il faut savoir quand même que le groupe Prise d'études est leader actuellement sur les résidences étudiantes. On fait également de la résidence affaires et de la résidence senior autonome. C'est des secteurs qui sont très stables sur le marché. Ensuite, vous signez un bail commercial et ce bail, c'est un engagement contractuel de Res d'études envers vous pour vous garantir vos loyers. Si j'ai pas répondu assez précisément à la question, c'est pareil, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail avec vos coordonnées, on pourra vous détailler plus en détail toutes les choses. On a Karima, très intéressant. Comment se rémunère votre cabinet sur les LMNP? Merci. Tout simplement, c'est ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire que le groupe Res d'études est promoteur gestionnaire exploitant. Donc, ils vont construire des résidences. Les gens qui investissent chez nous achètent des appartements, qui font du patrimoine. Ils sécurisent leur investissement avec le bail commercial. Et le groupe Res d'études va gérer et exploiter, c'est-à-dire que cet appartement que les gens ont acheté, ils vont le relouer avec une profitabilité. Et donc, c'est comme ça qu'ils assurent la pérennité du groupe depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a un système de relocation avec des services connexes qui permettent à nos investisseurs de sécuriser leur investissement. Alors, Rimbaud, bonsoir, je suis franco-suisse et possède un appartement en France. Je paye la CSG et RDS, c'est la loi France. Par contre, je déclare mon bien sur ma déclaration suisse et paye des impôts en Suisse, sur mes revenus fonciers français. Comment faire pour éviter la double imposition? Alors, il faudrait préciser si cet appartement est en nu ou en meublé. Si c'est du foncier classique, comme on l'a vu dans la déclaration, forcément que vous allez être impacté d'un point de vue de la France. Ensuite, vous êtes impacté également sur votre déclaration suisse. Foncier classique. Ouais, vous êtes en foncier classique. Écoutez, il faudrait pareil qu'on puisse étudier les choses pour qu'on voit un petit peu l'historique de vos déclarations pour pouvoir voir si on peut jouer sur ce phénomène-là. En cas de dégradation des logements, qui assure les coûts? Toujours Madame Aubry. En cas de dégradation, le bail commercial, comme on vous l'a mis dans les slides précédemment, tout est pris en charge par Res d'études. Donc, le seul charge que vous avez, c'est simplement les façades et toitures. Donc, tout est marqué contractuellement. Il n'y a aucune mauvaise surprise. C'est le groupe Res d'études qui va gérer toutes ces choses-là pour vous. Donc, on a répondu. Alors, Karima, Ressinger, avez-vous des projets en Alsace? Oui, on a déjà des résidences qui ont été commercialisées en Alsace. L'Alsace, c'est très joli, mais on ne peut pas mettre une résidence tous les 100 mètres non plus. Donc, le groupe Président d'études, et ce qui fait leur force, c'est que vraiment, ils sectorisent les endroits où ils veulent s'implanter. Ils font des études de marché qui sont très, très poussées. Quand on nous présente une résidence, on a des études de marché qui font plus de 100 pages pour savoir pour quelle raison on s'implante dans cet endroit. Donc actuellement, ce qui a été commercialisé en Alsace fonctionne très bien. Vous dire si on va avoir un autre projet en Alsace pour le moment, pas forcément. Maintenant, c'est un système qui est mutualisé
d'un point de vue national. Donc, que vous investissiez en Alsace ou que vous investissiez sur Paris ou à Nantes ou à Marseille, ça ne changera strictement rien aux conditions contractuelles et aux conditions de rentabilité que vous pourriez avoir. Alors, granulé, résidence suisse, avec bien immobilier en Suisse, la valeur locative va-t-il disparaître? C'est une bonne question. Ça, vous devez vous en référer à votre fiduciaire. Et envoyez-moi un mail avec une question précise et l'endroit de votre lieu de résidence, que je puisse y répondre en privé. Merci. Alors, Madame est proactive, Hmm. c'est très bien. Vous parlez de revenus entre moins 30 et plus 30%. Euh, le risque n'est pas du tout négligeable. Alors, dans la présentation, par rapport au risque, on est sur une assurance vie à 4%, donc, ce qui présente potentiellement un risque, puisqu'actuellement les marchés sont plutôt aux alentours de 2, 2,5 sur des profils sécurisés quand l'assurance vie est bien gérée. A contrario, plus 30% que vous gagnez sur un meublé, là vous êtes contractuellement garanti. Donc, à la limite, si on prend la question inverse, vous avez moins de risque avec du plus 30% de valorisation qu'avec du moins 30%. Le moins 30%, plus 30%, je l'ai fait vraiment en comparaison des sommes. Si vous retournez vous référer demain au webinaire, à la présentation, vous verrez que j'ai simplement fait le différentiel entre le capital atteint pour un même effort d'épargne sur l'assurance vie et le capital atteint pour le même effort d'épargne sur le LMNP. Je suis désolé, c'est pas évident de suivre vos questions parce qu'elles sont toutes hachées. Le mieux, c'est vraiment de nous envoyer en fait votre question par mail et puis qu'on puisse vraiment y répondre ou avoir un échange téléphonique d'une dizaine de minutes ensemble, qu'on puisse répondre précisément à votre question. Vous comprenez que d'un point de vue logistique, c'est pas toujours évident de comprendre les questions hachées. Alors, Greg nous pose prix de revente des résidences à plus 10 ans contre prix d'acquisition. Très bonne question. Anthony et moi, on n'est pas devins, donc ce qui est certain, c'est que les gens ne revendent pas à perte. Pourquoi? Puisque votre bail commercial vous garantit une rentabilité, ce qui garantit également votre prix de revente à terme. Par contre, il est certain qu'avec Anthony, quand on fait des simulations, des projections pour nos clients de revente, on stipule le prix de revente au même prix que l'acquisition. Tout ce que vous allez avoir en gain supérieur, ce sera imposé au titre des plus-values. C'est la question qu'on a pu voir un peu précédemment également. Ça, c'est pareil, vous dire de combien, à quel taux vous serez imposé dans 10 ans sur les plus-values, c'est strictement impossible pour nous de se positionner. Donc, ce qui est certain, c'est que vous ne revendrez pas moins cher. Toutes les plus-values que vous aurez seront soumises à l'impôt en vigueur le jour de la revente. Et de toute manière, ce ne sera que de l'argent que vous aurez gagné en plus. Sauf si l'État vous prend 100% des plus-values. Alors, Madame Aubry nous dit le meublé serait donc une solution sans aucun risque. Euh, Sans aucun risque, il n'y a jamais de solution sans risque. Après, moi, je me base toujours sur des choses qui sont contractuelles et l'historique du groupe. Après, je vais me parler un peu personnellement, mais moi, des appartements chez les études, j'en ai. Donc, je suis client avant d'y travailler. Je vous ai dit, j'avais une expérience auparavant en gestion de patrimoine. Je suis devenu client chez eux avant d'y travailler. Moi, j'ai le recul aussi en tant qu'investisseur en tout. Il s'avère que ça fait 30 ans que le groupe n'a pas eu de défaillance de paiement de loyer. Voilà, tout simplement. Après, vous dire aucun risque, je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais je vous donne des notions qui sont contractuelles et en tout cas, depuis 30 ans, le résident d'études a toujours honoré les liens qu'ils avaient contractuellement avec leurs clients investisseurs. Granulé. Si on ouvre plusieurs troisième piliers pour limiter l'impact de la fiscalisation lors du déblocage, vous recommandez quel montant pour en ouvrir un autre
25 000, 30 000, 45 000 CHF. Eh ben, c'est une bonne question, Monsieur Granulé. Je pense que dans tout ce que vous citez, il y a beaucoup de questions par rapport au support d'épargne. Euh, on propose des rendez-vous justement pour évaluer ces supports d'épargne, comprendre l'entrée, qu'est-ce qui se passe pendant votre durée de capitalisation et comprendre les sorties. Mais tout ça, ça repose sur une stratégie fiscale et d'épargne. Vous dire exactement quelle est la bonne solution, il n'y en a pas. Il y a une solution à un moment T. Et après, eh ben, on oriente en fonction ben, de la fiscalité. Mais là, vous dire un montant et comprendre l'impact, ce serait vous dire n'importe quoi. Là-dessus, c'est une évaluation systématique. Et ça passe au travers d'une étude. Pour être un petit peu à la proposition, mais juste on va préciser, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. L'objectif vraiment de se créer un patrimoine, c'est de diversifier. Maintenant, il y a des leviers qui sont plus intéressants que d'autres. Il s'avère que le levier immobilier actuellement, via sa fiscalité pour le meublé et via les taux d'intérêt, est très intéressante. Maintenant, si vous avez des questions, des objectifs à atteindre, volontiers contactez-nous en privé. On tâchera de répondre au mieux à toutes vos questions. On va devoir vous laisser. Euh, donc, vous avez pu voir qu'il y avait nos mails et téléphones qui étaient en bas de la présentation, que vous aurez en fin de slide demain. Et on reste vraiment à votre écoute pour pouvoir répondre à un maximum de questions dans les jours à venir. Et on vous remercie tous les deux de votre accueil. Donc, nos numéros de téléphone, donc pour Christophe, le plus 33 6 78 32 24 57. Vous pouvez contacter Christophe sur le mail christophe.gigou@reside-études.fr. Pour ma part, Bondon Anthony, je suis joignable au plus 33 6 88 88 26 63 et vous pouvez me contacter par mail sur mon adresse anthony-bondon@reside-études.fr. Merci pour votre présence et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée.